Et si ce que la France avait pris pendant des années pour de la froideur n'avait en réalité été qu'un immense acte de retenue? Et si le plus grand non-dit de la politique française ne relevait ni d'un calcul cynique, ni d'une stratégie de communication, mais d'un choix intime, douloureux et radical? Avant d'entrer dans ce récit, prenez un instant et demandez-vous, jusqu'où peut-on se taire pour rester debout? C'est cette question, lourde et inconfortable, qui traverse toute l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre sur la chaîne Derrière la gloire. Si vous aimez les récits où le pouvoir révèle ses failles humaines, pensez à soutenir la chaîne. Un like, un partage, un abonnement, l'activation de la cloche ou un super thanks permettent de continuer à raconter ce que l'on préfère souvent oublier. Pendant près de 30 ans, la France a observé Ségolène Royal et François Hollande comme un couple presque institutionnel. Deux visages familiers, ceux du Parti socialiste, deux trajectoires politiques étroitement liées, 4 enfants, et l'image rassurante d'une union stable au cœur de la République. Ensemble, ils ont traversé les congrès, les campagnes électorales, les victoires modestes et les défaites cuisantes. Ensemble, ils ont donné à voir une continuité rare dans un univers politique marqué par l'instabilité. Mais derrière cette façade maîtrisée, une autre réalité s'installait, plus lente, plus silencieuse et infiniment plus fragile. Pour comprendre cette mécanique du silence, il faut remonter bien avant les plateaux de télévision et les estrades politiques, à une enfance marquée par la discipline et la retenue. Née à Dakar dans une famille militaire, Ségolène Royal grandit sous l'autorité d'un père sévère, convaincu que l'émotion est une faiblesse et que la parole excessive expose au danger. Dans cette maison, on ne se plaint pas, on ne pleure pas, on ne s'explique pas, on encaisse. Très tôt, l'enfant apprend que le silence protège, qu'il constitue un rempart invisible contre l'humiliation et la perte de contrôle. Cette éducation forge une endurance peu commune. À l'école, Ségolène Royal se distingue par sa rigueur, sa constance, son refus de la facilité. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à maîtriser. Sciences Po, puis l'ENA, deviennent des étapes presque naturelles. Dans ces lieux où se forment les élites, elle observe attentivement. Elle comprend que la parole y est une arme à double tranchant, que l'émotion visible peut être exploitée sans pitié. Le silence cesse alors d'être une contrainte. Il devient un outil stratégique, presque une seconde peau. C'est dans ce monde feutré qu'elle rencontre François Hollande. Lui aussi est ambitieux, méthodique, profondément immergé dans les arcanes du pouvoir. Leur relation n'est pas passionnelle, ni spectaculaire. Elle est discrète, rationnelle, construite autour d'un projet commun, faire de la politique non pas un métier, mais une destinée. Pendant des années, leur couple fonctionne comme un équilibre pragmatique. Ils avancent ensemble, se soutiennent, se complètent, du moins en apparence. Car progressivement, un déséquilibre s'installe. Sans bruit, sans crise ouverte, sans éclat public. Ségolène Royal devient celle qui protège, celle qui absorbe, celle qui se tait. Elle protège l'image du couple, la cohérence familiale, la trajectoire politique de François Hollande. Cette posture n'est pas un hasard. Elle prolonge une leçon apprise très tôt, selon laquelle exposer un conflit, c'est risquer de tout détruire. Le silence devient une discipline quotidienne, une manière de maintenir l'ordre là où les fissures commencent à apparaître. Les années passent, les carrières progressent, les enfants naissent. À l'extérieur, tout semble solide. À l'intérieur, la distance s'installe. Le pouvoir modifie la nature des relations. Les confidences se raréfient,
Les absences se multiplient, les décisions se prennent sans concertation. François Hollande s'enfonce de plus en plus dans les réseaux, les alliances, les stratégies internes du Parti socialiste. Ségolène Royal observe, comprend, ressent ce glissement progressif du centre de gravité du couple. Elle n'est ni naïve ni aveugle, mais elle choisit de ne pas nommer ce qu'elle perçoit. Autour d'eux, certains commencent à deviner. Les collaborateurs ressentent une tension diffuse. Les proches hésitent à poser des questions. Les journalistes pressentent un déséquilibre, sans pouvoir encore le formuler. Et elle, fidèle à elle-même, continue d'avancer. Elle maintient que la façade, pour les enfants, pour l'opinion, pour l'histoire. Cette retenue, souvent interprétée comme de la froideur ou de l'orgueil, est en réalité une forme de contrôle absolu, une manière de tenir quand tout vacille à l'intérieur. Lorsque la campagne présidentielle de 2007 se profile, Ségolène Royal se trouve à un moment charnière. Elle devient la première femme à atteindre ce niveau sous la Ve République. Les attentes sont immenses. Les regards se braquent sur elle. La France la scrute, la jauge, l'espère. Derrière cette posture irréprochable, elle avance pourtant avec un poids invisible. Sa vie intime est déjà fragilisée. François Hollande s'est éloigné, non par une rupture brutale, mais par une absence progressive, presque administrative. Rien n'est dit, rien n'est officialisé. Le silence continue de régner. La campagne est d'une violence rare. Chaque phrase est disséquée, chaque hésitation amplifiée, chaque émotion suspectée. On lui reproche sa rigidité, son manque de chaleur, son contrôle excessif. Personne n'imagine que cette maîtrise, le dernier rempart entre elle et l'effondrement. Parler serait reconnaître la perte, exposer une vulnérabilité que le monde politique ne pardonne pas. Alors elle tient, elle se redresse, elle se tait. Le débat télévisé face à Nicolas Sarkozy devient un moment emblématique. Des millions de Français observent son regard, sa voix, ses silences. Ce que personne ne perçoit, c'est que derrière l'affrontement politique se joue aussi une épreuve intime profonde. Elle incarne une dignité sans faille. Chaque mot est pesé, chaque pause assumée. La retenue devient une force. Lorsqu'elle perd l'élection, la défaite politique est visible. La défaite personnelle, elle, demeure enfouie. Ce soir-là, quelque chose se fige définitivement. Elle comprend que le pouvoir peut tout prendre, y compris ce que l'on croyait protégé par la discrétion. Mais elle comprend aussi que son silence reste le dernier espace de souveraineté qu'on ne peut lui enlever. Ce silence, qu'elle avait longtemps utilisé comme un rempart, change alors de nature. Il n'est plus seulement un outil de protection, il devient une épreuve quotidienne, car après 2007, ce qui relevait encore de l'intime bascule peu à peu dans l'espace public. Les rumeurs se précisent, les non-dits deviennent compréhensibles, les absences prennent un sens que plus personne ne peut ignorer. François Hollande reconstruit sa vie, d'abord discrètement, puis de manière de plus en plus visible. Les photographies, les confidences indirectes, les sourires échangés ailleurs finissent par révéler ce que Ségolène Royal savait déjà depuis longtemps. Le choc, pourtant, n'est pas celui que beaucoup imaginent. Il n'y a pas de colère exprimée, pas de règlement de compte, pas de phrases assassines livrées aux journalistes. À la place, un mutisme absolu. Un choix qui intrigue, irrite parfois et fascine souvent. Dans un monde politique friand de révélations et de drames, cette retenue apparaît presque anormale. Certains y voient de l'orgueil,
d'autres une posture calculée. Peu comprennent que ce silence est avant tout un instinct de survie. Car parler, à ce moment-là, aurait signifié exposer ses enfants, livrer leur histoire familiale au jugement public, transformer une blessure intime en feuilleton médiatique. Ségolène Royal refuse catégoriquement ce scénario. François Hollande reste, quoi qu'il ait fait, le père de ses enfants. Cette réalité, pour elle, impose une ligne infranchissable. Elle se tait pour eux, bien plus que pour lui. Dans les cercles politiques, ce choix suscite incompréhension et malaise. Les journalistes attendent la phrase qui fera basculer le récit. Les plateaux de télévision guettent l'émotion, la faille, la colère. Elle ne leur offre rien. Chaque interview devient un exercice de maîtrise absolue. Les questions personnelles sont esquivées sans agressivité, sans mépris, sans justification. Elle parle de politique, de projet, de responsabilité. Le reste n'existe pas. Ce mutisme prolongé a un coût. À force de contenir, elle s'isole. La solitude devient une compagne silencieuse, constante. Dans l'intimité, elle lit beaucoup. Camus, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, des auteurs qui parlent de dignité, de retenue, de résistance intérieure. Elle écrit aussi, mais pour elle seule. Des phrases courtes, jamais destinées à être publiées. Des mots pour tenir, pas pour convaincre. Pendant ce temps, la trajectoire de François Hollande s'accélère. Il devient premier secrétaire du Parti socialiste, puis l'un des hommes les plus centraux de la gauche française. L'histoire commune, elle, est reléguée au passé, souvent évoquée à demi-mot, parfois instrumentalisée. Ségolène Royal observe cette ascension sans intervenir. Elle refuse de réécrire l'histoire publiquement, même lorsque certaines versions la relèguent au second plan, ou la caricaturent. Ce refus de se raconter devient une forme de résistance silencieuse. En ne parlant pas, elle conserve la maîtrise de ce qui lui reste, son récit intérieur. Elle ne laisse pas les autres définir sa douleur à sa place. Elle comprend progressivement que le silence n'est pas une absence de parole, mais une prise de pouvoir sur ce qui ne peut être confisqué. Les années passent. Les médias s'habituent à ce calme impénétrable. Certains journalistes cessent d'insister, d'autres continuent, espérant d'une fatigue, un relâchement, une faille. Mais rien ne vient. Elle reste droite, mesurée, presque austère. Cette image, souvent perçue comme froide, masque en réalité un travail intérieur immense. Se taire demande une énergie considérable, surtout lorsque tout incite à parler. Dans le même temps, Ségolène Royal poursuit sa vie politique. Ministre, ambassadrice pour les pôles, figure respectée mais souvent isolée, elle continue d'avancer dans un paysage qui ne lui a jamais vraiment pardonné d'avoir été une femme ambitieuse et indépendante. Sa retenue est interprétée comme de la distance, son calme comme de l'arrogance. Elle accepte ses malentendus sans les corriger. Puis, avec le temps, quelque chose se transforme. L'agitation politique s'éloigne. Le tumulte médiatique se dissipe. Loin de Paris, à La Rochelle, elle s'installe dans une vie plus lente. Les journées commencent tôt, dans le silence. Un café, un livre, parfois de la musique. Elle marche seule, observe le port, respire. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus besoin de se défendre. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une conquête. En s'éloignant du centre du pouvoir, elle découvre une forme de liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'a plus à incarner une image, à répondre aux attentes, à porter le poids des projections des autres. Elle peut enfin exister sans se justifier. Lorsqu'elle prend la parole désormais, c'est différemment. Elle parle de justice sociale, d'écologie,
de responsabilité politique. Ses mots sont plus lents, plus posés. Elle ne cherche plus à convaincre, mais à transmettre. Elle évoque parfois, à demi-mot, l'importance de la retenue, de la dignité, du temps long. Ceux qui l'écoutent sentent que ses paroles sont nourries d'une expérience vécue, payée au prix fort. Dans le regard de ses enfants, elle retrouve ce qu'elle craignait d'avoir perdu. Une reconnaissance silencieuse, une affection stable, dépourvue de reproches. Elle comprend alors que son choix de se taire n'était pas une capitulation, mais une protection, une frontière invisible tracée pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Le silence, autrefois subi, devient alors pleinement assumé. Il n'était plus une contrainte héritée de l'enfance, mais une décision consciente. Une manière de rester fidèle à soi-même dans un monde qui exige sans cesse des aveux, des explications, des confessions publiques. En refusant ce jeu, elle se réapproprie son histoire. Ce chemin intérieur, long et solitaire, prépare sans qu'elle le sache le moment où la parole pourra enfin revenir, non pas comme une revanche, mais comme une libération maîtrisée. Car lorsqu'on a tant gardé pour soi, chaque mot prononcé devient un acte lourd de sens. Ce retour progressif de la parole ne se fait pas dans le fracas. Il ne prend pas la forme d'une révélation spectaculaire, ni d'un aveu public attendu par les médias depuis des années. Il s'opère lentement, presque imperceptiblement, à travers des phrases sobres, des silences assumés, des regards qui ne cherchent plus à se justifier. Ségolène Royal n'a jamais voulu reprendre le contrôle par la confrontation. Elle choisit un autre terrain, plus discret, plus exigeant, celui du temps. Car le temps a fait son œuvre. François Hollande est devenu président de la République, puis un ancien président. Leur histoire commune est entrée dans les livres, souvent résumée, parfois simplifiée, presque toujours racontée du point de vue du pouvoir victorieux. Ségolène Royal, elle reste à la marge de ce récit officiel. Non par exclusion, mais par choix. Elle observe comment l'histoire se fige, comment les mots se durcissent, comment les rôles sont attribués. Et elle attend. Lorsque François Hollande accède à l'Élysée, beaucoup s'attendent à une réaction, un mot, un geste, une reconnaissance publique de ce qu'ils ont été. Rien ne vient. Ségolène Royal accepte pourtant d'entrer dans son gouvernement. Ce choix, incompris par beaucoup, est interprété comme une contradiction, voire une soumission. En réalité, il s'inscrit dans la continuité de sa logique profonde. Elle ne confond jamais l'intime et l'institution. Elle sert l'État, non une histoire personnelle. Là encore, le silence prévaut. Ce positionnement dérange. Dans une culture politique habituée aux ruptures spectaculaires, à la mise en scène des blessures, cette retenue radicale brouille les repères. Elle refuse de se poser en victime, refuse aussi de se poser en juge. Ce refus la rend insaisissable. Et ce qui est insaisissable finit toujours par inquiéter. Les années passent, et avec elles, le regard porté sur le passé commence à évoluer. La figure de Ségolène Royal se détache progressivement de celle de François Hollande. Elle n'est plus seulement l'ancienne compagne, ni même l'ancienne candidate. Elle devient le symbole d'un autre rapport au pouvoir, plus vertical, plus solitaire, mais aussi plus cohérent. Certains commencent à relire son parcours à la lumière de ce qu'elle n'a jamais dit. Dans plusieurs prises de parole récentes, sans jamais entrer dans le détail, elle laisse filtrer une vérité simple. Elle explique qu'elle s'est tue pour protéger ses enfants et pour ne pas détruire ce qui avait été construit. Cette phrase, prononcée sans emphase, sans émotion apparente, agit comme une onde de choc.
parce qu'elle reconfigure tout le récit. Ce qui était perçu comme une froideur devient un sacrifice. Ce qui était interprété comme de l'orgueil devient une discipline morale. La réception de ces mots s'est contrastée. Certains saluent c'est enfin une dignité rare. D'autres estiment que cette parole arrive trop tard. Mais ce décalage temporel est précisément ce qui lui donne sa force. Elle ne parle pas pour convaincre. Elle parle parce que le temps lui permet enfin de le faire sans détruire. La parole n'est plus une arme, elle devient un constat. Dans le même temps, les débats contemporains sur la place des femmes en politique donnent une résonance nouvelle à son parcours. Beaucoup y voient désormais l'exemple d'un système qui tolère difficilement la douleur féminine lorsqu'elle ne se conforme pas aux codes attendus. Ségolène Royal n'a jamais pleuré sur un plateau, jamais livré son intimité en pâture. Elle a payé ce choix par des années d'incompréhension. François Hollande, de son côté, poursuit une vie publique plus apaisée. Les tensions du passé s'estompent dans le discours officiel. Mais l'asymétrie demeure. Lui a parlé, lui a expliqué, lui a été raconté. Elle, longtemps, s'est tue. Et c'est précisément cette dissymétrie qui aujourd'hui attire l'attention. Non plus comme un déséquilibre, mais comme un contraste révélateur. Dans les médias, les analyses changent de ton. On ne cherche plus seulement le scandale manqué, mais le sens profond de cette retenue. Le silence de Ségolène Royal apparaît désormais comme une posture politique en soi, une manière de refuser la spectacularisation de l'intime, de rappeler que tout ne se dit pas, que tout ne se montre pas. Ce repositionnement modifie aussi la manière dont son histoire avec François Hollande est perçue. Elle n'est plus seulement une chronique sentimentale, mais un miroir des rapports de pouvoir, des attentes genrées, des violences symboliques exercées dans l'espace public. Leur séparation n'est plus l'événement central. Ce qui compte désormais, c'est la manière dont chacun a occupé le silence ou la parole. À mesure que ce regard se précise, une évidence s'impose. Ségolène Royal n'a jamais été absente de l'histoire. Elle a simplement choisi un autre tempo. Là où d'autres s'imposent de par le bruit, elle s'est imposée par la constance. Là où la parole devient inflationniste, elle a fait du silence une rareté. Cette rareté, aujourd'hui, lui confère une autorité morale singulière. Quand elle parle, peu importe le sujet, on écoute différemment, parce que l'on sait désormais que chaque mot a été retenu, pesé, différé. Le silence n'a pas effacé sa voix. Il l'a rendue plus dense. Ainsi, sans jamais réécrire frontalement l'histoire, elle en modifie la lecture. Elle ne réclame rien, elle n'accuse pas, elle ne demande pas réparation. Elle se contente d'exister pleinement, hors du vacarme, hors du ressentiment. Et c'est précisément cette posture qui, rétrospectivement, donne à son silence une portée politique inattendue. Arrivée à ce point du récit, la parole n'a plus besoin d'être arrachée, ni justifiée. Elle circule désormais librement, sans urgence, sans revanche. Ce que Ségolène Royal incarne aujourd'hui n'est pas la résolution d'un conflit ancien, mais l'acceptation pleine et nommée, entière d'un parcours marqué par la retenue. Elle ne cherche plus à corriger les récits passés, ni à rétablir une vérité officielle. Elle laisse les interprétations exister, consciente que toute histoire racontée trop tôt se déforme. Dans les regards que l'on pose désormais sur elle, il n'y a plus la même impatience. Les journalistes questionnent autrement, les interlocuteurs écoutent différemment. La curiosité a changé de nature. Elle n'est plus avide de scandales,
mais attentive au sens. Car ce qui fascine désormais, ce n'est pas ce qu'elle pourrait révéler, mais ce qu'elle a choisi de préserver. Le temps a opéré un déplacement subtil. François Hollande n'est plus le centre de gravité du récit. Il en fait partie, bien sûr, mais il n'en est plus l'axe. Leur histoire commune s'est dissoute dans quelque chose de plus vaste. Une réflexion sur le pouvoir, la loyauté, la dignité. La question n'est plus de savoir qui a eu raison ou tort, mais ce que chacun a fait de ce qui lui restait. Ségolène Royal, en refusant longtemps la parole, a refusé aussi la facilité du rôle assigné. Elle n'a jamais endossé celui de la femme trahie spectaculaire, ni celui de la victime revendicatrice. Elle a occupé un espace plus inconfortable, celui de la constance silencieuse. Ce choix, incompris sur le moment, apparaît aujourd'hui comme une forme de cohérence rare. Dans une époque saturée de confessions publiques et d'émotions mises en scène, cette trajectoire agit comme un contrepoint. Elle rappelle que tout ne gagne pas à être dit immédiatement, que certaines vérités ont besoin de maturité pour ne pas détruire ce qu'elles éclairent. La parole différée n'est pas une parole affaiblie, elle est souvent plus juste. C'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette histoire. Derrière la gloire, derrière les fonctions, derrière les campagnes et les palais, il y a des choix invisibles qui façonnent durablement une vie. Se taire, parfois, est un acte plus engageant que parler. Attendre peut être une forme d'action. Ce récit, tel qu'il se déploie aujourd'hui, n'appelle pas de verdict. Il invite à la réflexion. Il interroge notre rapport au temps, à l'exposition de l'intime, à la manière dont nous jugeons les silences des autres. Il pose une question simple, mais dérangeante. Et si la force se nichait là où l'on n'a pas l'habitude de la chercher? Dans cet espace laissé volontairement ouvert, chacun peut projeter sa propre lecture. Certains disent Vietom Science. Verront une dignité exemplaire, d'autres une occasion manquée. Mais tous peuvent reconnaître que cette histoire, racontée trop souvent à travers le prisme du pouvoir visible, gagne à être relue autrement. C'est dans cet esprit que derrière la gloire existe. Pour aller au-delà des titres, au-delà des fonctions, au-delà des récits officiels. Si cette histoire vous a interpellé, questionné ou même dérangé, n'hésitez pas à le dire. Les commentaires sont un espace de débat, de confrontation respectueuse, de regards croisés. Soutenir cette démarche, c'est aussi permettre à ces récits de continuer à être racontés avec le temps et la profondeur qu'ils méritent. Un like, un partage, un abonnement, l'activation de la cloche ou un soutien via le bouton Super Thanks sont autant de gestes qui rendent ce travail possible. Et peut-être, au-delà de cette histoire précise, est-ce une autre manière de regarder le pouvoir qui se dessine? Une manière plus lente, plus exigeante, mais aussi plus humaine. Car derrière chaque gloire, il y a toujours un silence qui mérite d'être entendu.